On ne peut pas déposséder un peuple de son appartenance nationale, de son identité et de sa capacité souveraine à décider de son destin. Je pense qu'il est possible de réformer l'Union européenne de l'intérieur. L'Europe va être obligée de choisir. Céline Imard, bonjour. Bonjour Julien Girard. Vous êtes députée européenne au sein des Républicains, une personnalité montante au sein du parti, mais vous êtes également agricultrice. On va en parler durant tout cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un entretien fauteuil. Vous connaissez la tradition de l'émission. Nous allons commencer par une citation, cette fois-ci de Gustave Thibon, philosophe français qui a beaucoup écrit sur la ruralité. La citation est extraite de son ouvrage « L'équilibre et l'harmonie » de 1976. Je cite « L'homme sans racines est comme une plante arrachée, il ne peut plus fleurir ni fructifier. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est simplement du bon sens érigé au rang de philosophie pour le coup. On a toujours cette image, et vous savez, l'arbre et l'arbre de vie est un symbole qui a transcendé beaucoup de religions, beaucoup de cultures dans notre civilisation judéo-chrétienne. Cette image de l'arbre qui a besoin des racines pour porter du fruit, c'est une image qui fait sens non seulement en tant que bon sens paysan, mais aussi dans notre civilisation. C'est l'image même de ce qu'on doit finalement à la civilisation des Lumières, où on exprime cette nécessité de l'enracinement pour pouvoir porter du fruit. Et c'est comme ça qu'on a aussi eu tous les grands philosophes qui ont fait notre marque française au sein de la civilisation. Je pense à Voltaire, à Diderot, à Rousseau, à Montesquieu. Et on a tous chez eux cette image et cette nécessité de l'enracinement pour porter finalement la lumière au monde. Donc finalement, cette citation, elle est très philosophique, mais elle est aussi très ancrée dans le bon sens, qui est aujourd'hui ce qui manque cruellement à l'action publique en France. Céline Imard, vous avez un parcours assez atypique, diplômée de grandes écoles, vous avez décidé de reprendre l'exploitation familiale pour ensuite débuter une carrière politique donc chez les Républicains, comme je l'ai mentionné précédemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Parce que c'est pas commun de voir une femme politique qui est en même temps agricultrice, qui sort de grandes écoles. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Moi, j'ai débuté... en fait, mes premières passions, c'était la littérature. Quand j'étais petite, je rêvais d'être professeure de français ou de lettres ou de littérature. Et j'ai démarré après un bac littéraire par une prépa littéraire. Et puis, il y avait... quelque chose qui me manquait beaucoup dans ce côté très littéraire, c'était finalement d'avoir une action plus en phase avec le terrain, avec la société. Et à cette époque-là, j'ai ensuite rêvé d'être diplomate. Je voulais servir les intérêts de la France à l'étranger, l'influence française, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en droit. J'ai une licence en droit et de préparer les concours de Sciences Po pour passer l'ENA et le Quai d'Orsay, puisque je voulais vraiment rentrer dans la carrière diplomatique. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai un petit peu déchanté dans le sens où cette machine de préparation à concours avec une certaine idéologie qui déjà régnait rue Saint-Guillaume à l'époque ne m'a pas vraiment convenue. Et j'ai décidé de bifurquer une deuxième fois dans mes aspirations vers le monde de l'entreprise, où j'avais vraiment cette envie-là d'être aux prises vraiment avec le terrain. Et donc c'est là que, après mon diplôme à Sciences Po, j'ai bifurqué sur un master à l'ESSEC et j'ai démarré ma carrière au Chili comme responsable financière des filiales de Bolloré. Donc à l'époque, ils faisaient du transport. C'est devenu ensuite Bolloré Logistique, qui a été racheté maintenant par la CMA-CGM. Et ensuite, j'ai poursuivi donc, cette carrière dans la finance et dans l'entreprise au sein d'un groupe qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, un cabinet de conseil. Et puis, mon père a pris sa retraite. Et il a annoncé qu'il prenait sa retraite et j'ai décidé de passer mon diplôme agricole. Ma première intention, c'était de passer mon diplôme pour pouvoir m'installer en tant qu'agricultrice, d'avoir le statut d'agricultrice, puisqu'en France, on a besoin d'un diplôme pour pouvoir être agriculteur. Mais je souhaitais faire travailler les terres par une entreprise ou par un fermier. Et en passant ce diplôme et en m'intéressant de près, finalement, aux enjeux agronomiques, gestion, machinisme et autres, je me suis, entre guillemets, prise au jeu. Et j'ai décidé de m'installer et de travailler les terres moi-même. Donc j'ai démissionné de PricewaterhouseCoopers et je me suis installée il y a maintenant 15 ans sur la ferme familiale. C'était la ferme donc, qui était à la génération d'avant, mais c'est aussi une ferme qui était 4 générations encore avant dans la famille. Et je suis la 6e génération aujourd'hui chez moi à être agricultrice dans cette ferme.
Et c'est quelque chose dont je suis fière. Justement, on parlait d'enracinement en préambule de cet entretien. Et c'est vraiment une notion qui fait sens pour moi. Et j'ai choisi d'exercer ce métier-là qui fait sens pour moi, oui. Est-ce que le fait d'avoir été à Sciences Po et donc d'avoir vu, on pourrait dire, le lieu d'incubation des élites en France, ça vous a permis de mieux comprendre la déconnexion qu'il peut y avoir parfois entre les élites et la population française? Ce qui m'a surpris à Sciences Po, il y a une qualité certaine dans les enseignements, dans beaucoup de choses, mais c'était cette sorte de machine à créer des machines qui vont penser un sujet en 2 parties et 2 sous-parties. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Cette capacité qu'on cultive à surfer de matière en matière et à finalement pouvoir réfléchir sur tout et produire de la réflexion sur tout, les sujets, avec un format très formaté. Alors, je sais que ça peut paraître redondant, mais je m'attendais à avoir une véritable culture de l'intérêt général, de l'intérêt de la France. C'est pour ça que Sciences Po avait été créée à l'époque, des institutions comme l'ENA aussi. On essayait vraiment de préparer certaines personnes à servir leur pays et à servir l'intérêt général. Et ma surprise a été finalement de retrouver ces objectifs dilués dans une sorte de machine à préparer des concours. Et ça m'a beaucoup interrogée à l'époque. Ouais. Et c'est ce qui fait en grande partie, que je me suis détournée de cette voie-là pour partir sur l'entreprise. Est-ce que ce retour à la terre que vous avez opéré par le biais donc, de l'exploitation agricole, ça vous sert aujourd'hui dans votre carrière politique? Est-ce que vous avez appris des choses sur le terrain qui vous servent en tant que femme politique au Parlement européen, ou pas du tout, c'est 2 univers totalement opposés? Alors, ce sont 2 univers qui sont trop opposés et trop imperméables. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, alors quand je me suis présentée aux élections européennes, on a dit oui, c'est une agricultrice vendue à l'agrobusiness, elle vient de l'entreprise. Moi, je pense que tous les politiques aujourd'hui en France devraient savoir lire un bilan et un compte de résultats. On n'en serait certainement pas là dans l'état catastrophique de nos finances publiques s'il y avait un minimum de personnes dans les administrations et dans les pouvoirs publics de manière générale qui étaient passées par la case de l'entreprise. Aujourd'hui, on a ce manque de bon sens, ce manque de référence et ce manque de lien et de connexion entre la norme telle qu'elle est aujourd'hui rédigée par les administrations et telle qu'elle est aujourd'hui prise en compte dans le pouvoir législatif. Donc là, vraiment des parlementaires et du gouvernement. Et on a trop de distance entre la législation, entre la manière dont elle est rédigée et déclinée ensuite au niveau de l'administration par les décrets, les arrêtés, tout ce qu'on appelle le droit mou, et finalement la manière dont elle est appliquée et dont elle est applicable sur le terrain. Et cette distance-là, moi je l'ai vécue dans le monde de l'entreprise, je l'ai encore plus vécu au niveau d'une exploitation agricole. On a cette sorte d'adage édigé en règle qui est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». On a la règle qui essaie d'insuffler une volonté, un esprit, une orientation générale, mais ensuite, de la manière dont elle est déclinée par les administrations, puis par les régions, puis par les différents comités locaux, si je prends l'exemple de l'eau, les agences de l'eau, les comités de bassin, etc., on arrive à se retrouver sur le terrain avec finalement une norme qui n'est pas adapté aux réalités du terrain. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ce fossé qui se creuse entre les gens du terrain, les gens de la France périphérique, qu'a si bien décrit Christophe Guilly, entre ces gens de la ruralité, et finalement ce qu'on appelle les élites, ce qui prend la décision, et dans un certain entre-soi qui n'est pas connecté. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on voit, que j'ai vu, que j'ai expérimenté. Et c'est de là aussi d'où naît ma volonté de m'engager en politique, et c'est pour ça que j'ai dit oui quand on m'a demandé d'y aller, parce que moi, un de mes combats très personnels, c'est d'essayer de reconnecter ces 2 mondes-là. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes politiques qui ne font que de la politique, c'est leur carrière, c'est leur métier, on pourrait dire. Est-ce que vous pensez que ça serait nécessaire justement pour recréer cette connexion entre le peuple et les élites, qui est plus d'élites qui aient en parallèle des métiers que l'on pourrait considérer comme classiques, enfin qui sont représentatifs de la société française?
qui sont issus de la société civile, en somme. Oui, c'est vrai que dans l'idée, ce serait vraiment quelque chose de positif parce que ça permettrait de reconnecter justement ce monde de la décision publique avec les gens de terrain. Après, ça reste peu évident à mettre en pratique. Enfin, moi, là, je vais au Parlement européen, je reste agricultrice chez ma ferme, donc je fais beaucoup d'allers-retours, qui plus est, je ne suis pas parisienne. Donc, je suis une des seules aujourd'hui, au milieu de tous ces parlementaires européens, à avoir un autre métier. On a pas mal de professions libérales, des médecins, des avocats, donc arrivent à gérer plus ou moins leur cabinet en activité libérale, mais des parlementaires qui ont un métier à côté de leur mandat, il y en a très très peu. Ils sont tous, effectivement, rentrer dans une carrière politique, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais ou de négatif en soi, mais c'est vrai qu'on perd cette connexion. Après, avoir mené les deux de front, c'est extrêmement compliqué. Moi, je ne me définis pas comme députée, je me définis comme agricultrice et j'exerce un mandat au service des Français qui m'ont élue. C'est vraiment ça ma définition. Après, ça implique énormément de jonglage entre les deux. Et puis, par exemple, quand on a des chaînes d'infos en continu qui m'appellent le vendredi, qui me disent « Est-ce que vous voudriez bien faire un plateau pour réagir à ça, ?» Je citerai aucune chaîne. Je peux pas. Parce que je suis revenue en province, j'ai mon métier, j'ai ma ferme. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai une saine envie, c'est pas une jalousie maladive, mais une saine envie pour cette majorité de parlementaires ou de politiques, finalement, qui n'ont que leur mandat à exercer à plein temps. Mais je pense qu'effectivement, ce serait une bonne chose si on avait plus de gens qui vraiment exercent un métier à côté d'un mandat politique. Vous avez dit dans un portrait vouloir défendre la France d'en bas. Comment l'Europe, aujourd'hui, elle peut améliorer la vie des ruraux, des agriculteurs français, parce que l'Union européenne est perçue par bon nombre de Français comme un monstre froid, incompréhensible. Très peu de Français sont capables de citer, par exemple, les différentes institutions européennes et de savoir quels sont concrètement leurs rôles. Est-ce que vous croyez encore en la possibilité d'une Union européenne qui œuvre pour les citoyens européens et qui ne soit pas trop déconnectée de ces derniers ? C'est un vrai combat. D'abord, il y a deux choses qu'elle doit prendre en compte en termes de paradigme. Et je pense que pour ce nouveau mandat, ça bouge dans le bon sens. C'est la production et c'est la simplification. C'est-à-dire qu'au lieu de réglementer et de penser à réglementer avant d'inventer, avant d'innover, avant de produire, il faut absolument faire baisser le poids normatif, législatif, réglementaire de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est une machine à produire de la norme. Et moi, je le vois aussi depuis que je suis élue. Il y a quelque chose qui est incroyable au niveau des institutions, c'est que les parlementaires, les députés européens n'ont pas la capacité d'initiative législative. C'est-à-dire que contrairement en France, vous avez des sénateurs, des députés qui peuvent proposer des propositions de loi, qui peuvent donner un agenda, proposer des choses, des textes, mais en fait les députés européens ne le peuvent pas. C'est la Commission qui n'est pas élue directement par le peuple ou par les peuples, qui va pousser un agenda et pousser différents textes sur lesquels les parlementaires vont pouvoir amender. Et ça, c'est quand même vraiment un vrai problème pour moi aujourd'hui dans le fonctionnement de l'Union européenne, parce que c'est très difficile dans ce cadre-là, les parlementaires étant quand même les représentants des citoyens et des électeurs, de pousser en fait les priorités des électeurs. Mais la Commission a entendu, je pense que les manifestations agricoles l'an dernier qui sont arrivées à Bruxelles n'y sont pas pour rien. Elle a entendu le message. Il faut beaucoup plus de simplification, plus encourager la production et déréglementer. Et ça, je crois que ça fait partie des pistes fondamentales pour rendre aujourd'hui l'Europe au service des citoyens et non pas l'inverse. Vous pensez alors qu'il est encore possible de réformer l'Union européenne de l'intérieur ? Je pense qu'il est possible de réformer l'Union européenne de l'intérieur. Il sera nécessaire à un moment ou à un autre de réouvrir les traités. Puis là, on le voit parce que tout bouge très vite là, sur ces derniers mois, avec ce qui se passe notamment au niveau de la défense, des frontières, de l'OTAN, de l'élection de Trump, des rétorsions chinoises. Vous avez un échiquier géopolitique et géostratégique qui bouge, avec une Europe telle qu'elle existe et telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui a beaucoup de mal à trouver sa place, à penser stratégique, à avoir... Sur l'Ukraine, c'est criant. On a financé l'effort de guerre en Ukraine, on n'est pas à la table des négociations. Bon, si on n'est pas à la table, c'est nous qui nous faisons manger, c'est nous qui sommes au menu. Vous voyez, ça, c'est plus possible. Et donc là, on voit que l'Europe va devoir trouver très très vite, et sous la pression, un mode de fonctionnement différent. Là, ce qui se passe sur la défense, on voit qu'il va y avoir des discussions approfondies entre la France, entre le Royaume-Uni, même s'il y a eu le Brexit, et on voit qu'on va peut-être pouvoir, à l'intérieur du fonctionnement actuel, plus pencher pour une Europe à la carte, sur, par exemple, un regroupement de certains États-nations qui partagent certaines préoccupations sur un sujet, qui vont
pouvoir s'allier pour trouver des solutions, pousser un agenda et créer quelque chose qui fonctionne vraiment, qui soit stratégique et qui soit efficace. Mais telle qu'elle était aujourd'hui, cette Europe-là, à 27 États membres, avec un financement très, très circoncis et avec une gouvernance à bout de souffle, à 27 États membres, on voit qu'elle est vraiment à la limite de la ligne d'échec. Vous avez décidé de rejoindre les Républicains. C'est un parti qui a longtemps gouverné en France. Alors, il a eu d'autres noms, il a eu d'autres formes, mais il a partagé longtemps le pouvoir avec le PS. Est-ce que vous comprenez ces Français qui, historiquement, étaient de droite et qui ont fini par se détourner des Républicains parce qu'ils sont partis du principe qu'il y avait eu trop de trahison, on pourrait dire, et qui se sont tournés plutôt vers le Rassemblement national de Marine Le Pen ou bien reconquête d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, à ceux qui sont déçus des Républicains? Quel message vous voulez leur adresser? Non seulement je les comprends, mais je pense qu'ils ont raison. Il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement quand notre famille politique était au pouvoir. Après, bon, là, on nous fait quand même porter un héritage qui date d'il y a quelques années, voire d'il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, aux Républicains, il y a beaucoup de choses qui se transforment. C'est un parti qui a perdu de la vitesse, que ce soit au niveau des dernières élections présidentielles ou d'autres, mais qui reste très ancré dans le local, au niveau des parlementaires, des sénateurs, des maires. Mais il y a aujourd'hui un changement de logiciel, une volonté de renouvellement. On ne peut pas éternellement... Moi, par exemple, quand je suis rentrée en politique chez les LR il y a un an, on m'a dit « tu es complètement folle, c'est un parti qui va faire moins de 5%, de toute façon, tu ne seras pas élu. Va plutôt dans d'autres partis qui ont plus le vent en poupe. » Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que ce parti s'est profondément renouvelé, renouvelle son questionnement. La candidature de Bruno Retailleau en est un exemple criant. C'est quelqu'un qui a quelque chose à porter, qui a un message à porter, qui a des actes à faire valoir. Bon, là, il n'a pas toutes les marges de manœuvre qu'il devrait avoir dans un gouvernement qui serait vraiment à droite, mais il fait le travail avec beaucoup d'humilité. Il se met au service des Français. Il essaie de travailler, non pas pour avoir un poste ou pour son ego, mais il se met au service des Français pour dire on va essayer de donner un gouvernement et une stabilité à la France. Et il défend les valeurs et le programme qui est vraiment le nôtre, qui est celui de la droite, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du contrôle migratoire, sur le plan de la fermeté, sur le régalien. Et ça, c'est notre ADN. Et aujourd'hui, moi, si je me suis engagée chez LR, c'est pas pour être comptable de politiques qui ont eu lieu avec certaines méthodes, avec certaines choses qui pourraient être largement perfectibles, qui ont eu lieu il y a plusieurs années. Mais moi, si je m'engage, c'est vraiment pour redonner du souffle, de la crédibilité et pour faire les choses autrement. Donc, je comprends ceux qui sont partis, je respecte ceux qui sont partis, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sauront se reconnaître en une droite renouvelée, réincarnée, qui a vraiment des choses à porter pour l'intérêt du pays. Ainsi, vous ne pensez pas que le Rassemblement national ou Reconquête peuvent apporter des solutions sur un certain nombre de sujets en France? Selon vous, il n'y a peut-être que les Républicains qui a cette capacité de gouverner, de régler un certain nombre de problématiques ou... Non, parce qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup dans la critique. Et c'est vrai qu'il y a certaines propositions avec lesquelles on est en désaccord. C'est le propre des partis, c'est le propre du débat démocratique. Je pense en revanche que sur le régalien, on partage certains constats et une certaine nécessité de fermeté. Sur les programmes économiques ou sur certaines choses, notamment par exemple sur les retraites ou autres, je pense qu'aujourd'hui, on est un parti qui est quand même plus réaliste, en tout cas dans ce qu'on peut proposer aux Français. On ne leur vend pas du rêve. On leur explique quand même qu'on a un vrai souci au niveau du temps de travail, de la productivité dans notre pays, et qu'à un moment, il faut remettre la France au travail. On n'a pas un discours inverse, parce qu'on sait que c'est par là qu'on redressera le pays. Donc, peut-être aussi que dans cette participation de quelques personnalités LR au gouvernement, c'est là qu'on voit aussi, et c'est pas une critique envers les autres, je dis simplement que nous, on a des personnalités qui se mettent au travail, qui avancent. Je pense par exemple à Annie Genevard à l'agriculture, où elle a fait passer la PLOA, l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur. Il y a des choses qui arrivent sur la table, où on avance à petits pas, dans un contexte où on n'a pas des coudées très franches au niveau gouvernemental, mais on montre que on avance dans le bon sens, donc il y a une certaine crédibilité, en tout cas dans ce qu'on propose et dans la manière dont on veut avancer. Vous avez parlé de Bruno Retailleau un petit peu avant.
On le sait, il va y avoir donc des votes à l'intérieur du parti Les Républicains. Il y a Laurent Wauquiez également, qui souhaite être à la tête du parti. Et on sait très bien que quand on est à la tête du parti, ça veut dire qu'ensuite, théoriquement, on est le candidat pour les prochaines élections présidentielles. Quelle est votre opinion sur, on pourrait dire, ces deux personnalités et surtout lequel soutenez-vous entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau? De toute façon, vous savez, cette campagne interne, elle va durer jusqu'à la mi-mai. Puis ensuite, tout le monde va se réunir et se mettre au travail ensemble pour avancer vers les prochaines échéances. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de différence sur le fond entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, que ce soit sur les sujets régaliens dont je parlais, sur les sujets migratoires, sur les sujets du travail, sur les sujets finalement d'identité aussi française, sur les sujets agricoles, sur plein d'autres. La vraie différence entre les deux, c'est certainement plus une question de tempérament, de charisme, chacun a un charisme différent, et peut-être aussi d'incarnation. Et moi, j'ai choisi de soutenir Bruno Retailleau parce que je pense que son incarnation, son charisme, les valeurs qu'il incarne aujourd'hui vraiment représentent une piste d'espoir et d'avancée concrète pour ce dont le pays a besoin. Après, sur le fond, il y a peu de divergences entre les deux, voire très peu. Donc, je ne parle pas de guerre des chefs. C'est une élection interne, c'est quelque chose qui existe dans tous les partis, c'est normal. Et l'essentiel, c'est qu'à partir du 19 mai, tout le monde se remettra au travail pour pousser. Le but, c'est pas d'avoir une guerre des chefs et une guerre d'ego. Ce qui mine la France et la politique en France, et c'est pour ça que les Français n'ont plus confiance dans les partis, n'ont plus confiance dans les politiques, c'est justement qu'on perd beaucoup trop de temps et d'énergie dans les guerres d'ego. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est décrédibilisé au niveau de l'électorat. Il faut arrêter avec les guerres d'ego et tout le monde doit se remettre au travail pour pousser dans le sens de l'intérêt des Français, de l'intérêt général. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Oui, c'est ce qui a en quelque sorte tué le parti à la suite de la guerre des chefs, parce que là, on peut dire l'expression entre Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. La primaire a été plus une source de division que d'unité. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau est présidentiable, qu'il a... Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau, c'est aujourd'hui le seul capable de gagner à droite et de devenir président de la République? Le seul, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le soutiens parce qu'il a cette droiture, il a cette sincérité, il a cette constance dans l'opinion. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment de la force dans les idées. Ce n'est pas quelqu'un qui est trempé à l'eau tiède. Ouais, c'est quelqu'un qui sait ce en quoi il croit, qui n'a jamais dévié. Et en tout cas, il propose un cap extrêmement clair, il propose une piste extrêmement claire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sent que l'opinion en France, il y a des débats qu'on a aujourd'hui, il y a des mots qu'on dit aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu dire ou qu'on n'aurait pas pu avoir il y a peut-être 10 ou 15 ans. Et qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense que la société et l'ensemble des Français sont prêts à entendre certaines choses que Bruno Retailleau incarne et porte. Et je pense que c'est quelqu'un aussi, il l'a prouvé à maintes reprises, qui sait déléguer, qui sait rassembler. Et donc, je ne sais pas si ça peut être le seul, mais en tout cas, moi, c'est celui que je choisis de suivre vers les prochaines échéances. J'aimerais maintenant que l'on revienne un peu sur vos combats politiques, sur vos sujets. J'en ai sélectionné plusieurs. Le 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rendu une décision qui met un coup d'arrêt à la construction de l'autoroute A69, qui devait relier Toulouse à Castres sur 53 km. Dans une tribune au Figaro, vous dénoncez une triple folie, à la fois économique, sociale et environnementale. Concrètement, quelle est la situation autour de cette autoroute ? C'est terrible. Ce qui se passe, c'est terrible parce que c'est symptomatique. On a un projet. Moi, j'entends parler de cette autoroute depuis que je suis née. Moi, je suis entre Toulouse et Castres, donc vraiment, cette autoroute, j'en entends parler. On est sur un territoire Sud-Tarn, qui est le deuxième bassin d'emploi de ex-Midi-Pyrénées. On a 85 000 personnes, il y a des entreprises qui sont implantées, il y a vraiment des gens qui vivent là, qui ont besoin d'être désenclavés. On est la seule agglomération de plus de 100 000 habitants à ne pas avoir de TGV, enfin, on n'a rien. Aujourd'hui, il y a un besoin de ce territoire. Il y a les entreprises qui le disent, mais il y a aussi les habitants. On parlait d'un exemple, quelqu'un qu'on a croisé pendant la manifestation, qui nous disait qu'aujourd'hui, sa fille était handicapée, qu'elle devait être transportée régulièrement à l'hôpital de Purpan, parce qu'à Castres, elle ne pouvait pas être soignée, et que cette autoroute, le fait de gagner du temps de trajet, d'avoir un itinéraire sécurisé, ça pouvait sauver la vie de sa fille. On a des cas d'habitants, tout le monde veut cette autoroute. Elle est soutenue à 80% par la population et elle a été soutenue par tous les élus de toutes les collectivités depuis des dizaines d'années. Que ce soit des socialistes en allant vers la droite, tout le monde la soutient. On a quelque chose qui a été pensé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan
environnementales, autoroutes décarbonées, le fait de favoriser les mobilités douces, de réduire la pollution. Enfin, on a tout qui est aligné, tout. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a les zadistes qui reviennent de Sivins après être passés par Notre-Dame-des-Landes et qui redéroulent leur mode opératoire. Toutes ces associations, ces France Nature Environnement, qui s'organisent, qui font venir des gens qui montent dans les arbres, qui ne sont même pas de la région, qui ne sont même pas du territoire, et qui commencent à insuffler l'action violente, qui font régner la terreur, qui incendient les engins de chantier, qui prennent en otage, alors pas en otage, voilà, mais qui font des pressions physiques, verbales, qui vont aller harceler la nuit les veilleurs de nuit, qui agressent physiquement des salariés du chantier, qui caillassent les pompiers, qui caillassent les forces de l'ordre, qui montent dans les arbres en disant qu'ils veulent défendre l'environnement, et qui, en fait, c'est ça qui est terrible. Non seulement on a cette minorité idéologique violente qui, sous couvert d'écologie, en réalité une action d'extrême gauche radicale, mais en plus elle utilise les failles juridiques, les failles du droit pour faire tomber le projet. Donc il y a 1 premier recours, 2 recours, 5 recours, 10 recours, 14 recours. Et au 15e recours, devant la juridiction administrative, ce projet qui a pourtant été validé par le Conseil d'État, qui, je vous le rappelle, est la plus haute juridiction administrative en France en 2021, au 15e recours, ils arrivent à faire tomber le projet. Et c'est là où c'est terrible et c'est symptomatique, c'est qu'on a ce mode opératoire où on a ces 2 failles en France, où vous avez une volonté populaire, la volonté de ces gens de la France d'en bas, des gens qui bossent, des gens qu'on ne voit jamais en train de manifester, de faire des actions violentes, de caillasser, etc., qui se retrouvent pris en otage par 2 choses. Vous avez la volonté démocratique qui meurt devant l'action violente de minorités extrémistes et des failles judiciaires en fait, qui permettent de faire des recours et d'autres recours. Et cette judiciarisation complètement folle, excessive en fait, de notre droit fait qu'aujourd'hui, dès qu'on est un opposant, dès qu'on est une minorité agissante, on arrive à faire tomber l'intérêt général. Et ça, c'est plus possible. Et ça, c'est une maladie qui mine la France. Plus rien ne peut se faire sans qu'on soit confronté en fait, à ces deux écueils. Et c'est un drame pour notre pays. C'est un drame. Est-ce qu'on peut parler de gouvernement des juges dans ce cas précis ? Je pense que c'est un sujet, c'est un véritable sujet. Pour l'instant, je parle de judiciarisation excessive. J'attends de voir si la demande de suspension exécutoire va permettre de faire reprendre les travaux, ce que ça va donner un appel. En tout cas, on n'a certainement pas le gouvernement des juges, mais le gouvernement d'un juge. Oui, qui s'est manifesté dans cette décision qui va contre la volonté du peuple, contre la volonté des élus, contre tout le processus législatif et démocratique Et ça, c'est terrible, parce que on revient à ce premier point que vous avez évoqué, qui est la déconnexion entre finalement la volonté des gens, la volonté du peuple, et finalement ce qu'ils constatent, ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent dans la réalité. Au-delà de cette affaire, vous êtes très impliqué au sein du Parlement européen en ce qui concerne le financement de certaines ONG avec l'argent public. On le sait maintenant depuis quelques années, il y a même depuis quelques mois, il y a une sorte de mouvement à l'international. Alors on l'a vu en Argentine avec Javier Milei qui appelle à des coupes budgétaires. On l'a vu avec le Doge aussi d'Elon Musk qui pointe notamment de l'argent qui est gaspillé dans des projets plus que critiquables. Donc il y a une dimension internationale au niveau de la gestion de l'argent public. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'échelon européen au niveau de certaines ONG, avec donc l'argent des différentes populations qui composent l'Union européenne? Alors ça se passe au niveau européen et aussi au niveau national, au niveau français. Comment dire ? J'utiliserais peut-être le mot entrisme pour être clair. Aujourd'hui, on a un entrisme au niveau des institutions et des administrations et des politiques. On a des lobbying extrêmement agressifs de différents corps associatifs qui défendent des minorités et qui existent simplement par le fait de dénoncer. Ça, c'est vraiment la première des choses. Aujourd'hui, une ONG, une association comme L214 pour reprendre sur le bien-être animal ou comme d'autres associations comme la Fémiso n'existent que parce qu'elles dénoncent des choses. Elles dénoncent l'islamophobie ou elles dénoncent le mal-être animal. Elles dénoncent quelque chose, donc elles existent. Donc plus elles vont dénoncer, plus elles vont exister. Plus elles vont accéder à ce rôle de lanceur d'alerte, plus elles vont pouvoir
capter aussi des financements. Et on se retrouve face à des ONG qui sont devenus des professionnels de la captation de l'argent public, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et qui vont aussi prendre part à la décision, qui vont être dans les comités de concertation, qui vont être dans les Grenelles, qui vont être dans les consultations au public, qui vont défendre leurs intérêts, qui ne sont pas que des intérêts altruistes, pour pousser leur agenda législatif et réglementaire et pour capter de l'argent public. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec un contre-pouvoir qui prend énormément de place et qui capte l'argent du contribuable pour des agendas qui ne correspondent pas à l'intérêt général. Il est inadmissible d'avoir cet entrisme et des ONG qui captent de l'argent public, qui sont liées à des entités islamistes, à des entités terroristes. Erasmus+, on l'a vu, qui va financer l'université islamique de Gaziantep, dont le recteur a des positions très dithyrambiques sur le Hamas, des associations écologistes qui se font financer via ce qu'on appelle le programme LIFE. Alors, je rappelle quand même qu'en Europe, c'est sur le cadre financier pluriannuel de 7 ans, c'est 4 milliards et demi d'euros. Alors certes, il n'y a que 15 millions par an, donc que 100 millions sur les 4 milliards et demi qui financent le fonctionnement des ONG, mais tout le reste, en fait, fait des programmes opérationnels pour la transition écologique en Europe. Alors là, quand vous regardez vraiment les programmes qui sont financés, et j'ai pris, en fait, vraiment, j'ai regardé avec attention ce qui était financé, par exemple, chez moi en Occitanie. Vous avez des entités comme le Conservatoire des espaces naturels, Biodive paysanne, Terre de Liens, qui sont des associations militantes, qui sont liées à des mêmes associations qui ont fait des actions violentes contre la 69, enfin, ils sont tous en réseau, et qui bénéficient de programmes opérationnels. Et ça, ce n'est plus possible. On ne peut pas aujourd'hui continuer à financer des organismes, des organisations qui ne représentent qu'elles-mêmes, qui n'ont pas été élues, qui sont des minorités agissantes, dont en fait la seule volonté va être de saboter tout ce qui bouge en termes de production et de travail sur notre sol. Parce que c'est ça qu'ils font. C'est dès qu'il va y avoir un projet d'extension d'un élevage, par exemple sur l'agriculture, vous allez avoir des associations qui sont contre. Projet d'infrastructure, comme l'autoroute A69, voilà, des associations qui sont contre. Et vous avez ces associations qui ont quand même réussi quasiment à saboter la filière nucléaire chez nous, notamment Greenpeace. Vous avez ça sur des intérêts stratégiques. On ne peut pas continuer à financer des organisations qui sont extrêmement bien organisées, extrêmement bien financées et qui se font un malin plaisir de saboter tout ce qui peut correspondre à l'intérêt général productif des Français et des Européens. Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on parle de sommes parfois extrêmement importantes. Et en fait, on se pose une question, mais en fait, ces sommes-là, concrètement, les associations font quoi avec ? En plus, il n'y a aucune forme de transparence. Il y a des sommes extrêmement importantes qui sont allouées à tout un tas d'associations, d'ONG, etc., qui font très peu de travail, on pourrait dire, à part un travail de nuisance, si on peut considérer ça comme du travail. Mais est-ce qu'en plus, vous constatez qu'il y a une absence totale de transparence, ou par exemple, on sait que tel montant va être alloué à tel programme précis, mais de manière chiffrée, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'obligation telle que celle qu'ont les entreprises, notamment, de dévoiler leurs comptes. Là, on avait vu, puisqu'il y a encore eu des programmes qui ont continué, malgré le fait que j'ai fait énormément pression sur la commission pour arrêter les relations, par exemple, c'était l'exemple, avec l'université islamique de Gaziantep. Là, on a vu qu'ils ont continué. Il y a une semaine, là, il y a à peu près un mois, qu'ils ont organisé à cette université, avec le concours et le soutien de la Commission européenne, pour lutter contre l'islamophobie. Voyez-vous, je ne suis pas sûre qu'en Turquie, la lutte contre l'islamophobie soit vraiment le principal souci de la société civile, ni un instrument d'influence pour l'Europe, qui d'ailleurs devrait arrêter de financer, à mon avis, tout ce qui a trait à la Turquie. On devrait d'ailleurs mettre fin de manière immédiate à ces négociations d'entrée avec l'Union européenne, qui sont arrêtées de fait, mais qui devraient être arrêtées de droit. Donc voilà, on a des exemples comme ça, où en fait on a non seulement ce manque de transparence, mais aussi elles sont tellement infiltrées en fait, dans les cabinets, dans les administrations, qu'elles ont ce pouvoir de faire continuer à avancer la machine, alors même que les politiques, et j'en fais partie, mettent des warnings très forts sur ce type d'action. Et c'est là aussi où la question se pose de la transparence non seulement financière, mais de la transparence avec les liens que les représentants de ces organisations entretiennent non seulement avec les politiques, parce que ça c'est tracé. Nous, quand on est parlementaire au Parlement européen, on doit déclarer tous les rendez-vous qu'on fait. Et c'est déclaré, enfin tout est transparent. Mais aussi avec les administrations. Et là, c'est beaucoup plus opaque. Donc là aussi, que ce soit au niveau européen ou français, la question se pose de la transparence, effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'indécence dans le sens où on demande constamment aux Français, alors je prends le cas français, mais ça doit être pareil dans tout un tas de pays européens, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence avec d'un côté
ce discours qui est toujours de souligner le fait que les Français doivent faire des efforts, qu'ils doivent se serrer la ceinture, toujours plus travailler, et à côté de ça, ils voient leur train de vie diminuer, et en parallèle, des sommes astronomiques qui sont allouées à des organisations dont on ne connaît ni les dirigeants, ni les actions concrètes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce caractère indécent ? Oui, bien sûr, c'est totalement indécent. Et ça me rappelle d'ailleurs, quand j'étais à Sciences Po, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup choquée. Il y avait un enseignement obligatoire, qui était ce qu'on appelle le tronc commun, que tous les étudiants de Sciences Po, quelle que soit leur spécialisation, devaient suivre, qui s'appelait Espace mondial. Dans un monde normal, ça aurait dû s'appeler Relations internationales. Mais là, ça s'appelait Espace mondial. Et je me rappelle que l'enseignant passait son temps, pendant toute l'année, à nous expliquer que l'État-nation était mort. Il n'y avait plus d'État-nation, parce qu'aujourd'hui, il y avait des organisations non gouvernementales, transnationales, qu'il y avait des entreprises transnationales, et que finalement, l'État-nation et le concept de souveraineté nationale étaient appelés à disparaître parce qu'il allait être dilué entre finalement des organisations qui n'avaient plus de racines. Et que finalement, le nouvel espace mondial, c'est comme cette notion de gouvernance que je n'aime pas. Je n'aime pas ce mot de gouvernance. Que c'était un espace mondial avec une gouvernance mondiale et que ces entités-là étaient celles finalement qui allaient régner, voyez, sur l'espace mondial. Et moi, je crois le contraire. Je crois justement que ça, c'est une indécence et qu'on ne peut pas déposséder un peuple de son appartenance nationale, de son identité et de sa capacité souveraine à décider de son destin. Et c'est pour ça que c'est indécent, parce que finalement, le fonctionnement de ces ONG qui captent de l'argent, qui défendent des intérêts qui vont contre les citoyens, souvent, c'est là qu'est l'indécence. C'est qu'on a la perte de cette notion de souveraineté, de nation, d'intérêt du peuple et d'intérêt des populations. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle est là, cette forme d'indécence. Sur la question du nucléaire, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de paradoxe au sein de l'Union européenne ? On sait que le nucléaire a été considéré comme une énergie de transition, mais en même temps, comme vous l'avez souligné, la Commission finance certains lobbies, comme le programme LIFE, qui est un lobby donc anti-nucléaire. Comment vous expliquez cette schizophrénie ? Aujourd'hui, en fait, l'Europe n'existe pas en tant que l'Europe. L'Europe est une sorte d'espace composite, une sorte d'échiquier à 27 lignes et à 8 colonnes, si je prends le nombre d'États membres et le nombre de groupes politiques qui le composent. Et en fait, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas d'Europe qui parle d'une seule voix comme une puissance stratégique. Il n'y a pas de puissance et il n'y a pas de stratégie. C'est toujours le fruit d'un consensus, d'alliances qui vont arriver souvent via le plus petit dénominateur commun et qui va souvent passer par la réglementation pour exister. On n'a pas de vision stratégique sur l'innovation, sur la défense. Et c'est bien là que le bât blesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette Europe-là est très bousculée. C'est parce qu'elle n'agit pas de manière unie, stratégique, et elle ne se pense pas et n'agit pas en tant que puissance stratégique. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, ce sujet-là sous le prisme agricole, l'Europe donne du financement, produit de la réglementation, permet certaines souplesses aux États membres, mais l'Europe ne se donne pas pour mission, avec des moyens, de dire il faut qu'on soit souverain sur la production de blé, la production de lait, parce que la Chine a aujourd'hui 1 an de stock stratégique sur les céréales et le lait. Demain, en cas de pépin, ils peuvent alimenter leur population pendant 1 an. L'Europe s'est défaite de ses outils stratégiques. Elle ne pense pas stratégique. Elle pense régulation, financement et finalement alliance pour réguler avec le plus petit dénominateur commun. C'est là qu'est le véritable problème. C'est que l'Europe est un OPNI, c'est un objet politique non identifié qui est à sorte de mi-chemin entre. C'est pas un État fédéral, c'est pas vraiment des États-nations, c'est un objet mouvant. Et mon enjeu et notre enjeu, c'est de le faire avancer dans le sens que nous on souhaite, au service des électeurs et des citoyens. Vous pensez que vous y arriverez un jour à transformer ? En fait, est-ce que concrètement, l'Union européenne est-elle vouée à mourir si elle continue à être une sorte d'objet hybride ? Soit même elle peut aller bon, moi je ne le souhaite pas, mais elle peut aller dans une sorte de construction fédérale, mais dans tous les cas, elle va devoir à un moment donné trancher sur sa propre identité. Et si elle ne le fait pas, est-ce que vous pensez qu'elle est vouée à disparaître ? Oui, elle est vouée à disparaître dans la forme qu'elle a. Et très concrètement, le fait, par exemple, d'avoir ce dogme aujourd'hui d'aller vers l'élargissement, auquel moi je suis opposée, par exemple d'ouvrir la porte à l'Ukraine, ce n'est pas un problème de dogme, pour moi, je
Je ne suis pas en train de dire l'Ukraine n'a pas vocation à être européenne, mais on ne peut pas continuer à courir comme ça vers un élargissement institutionnel avec un système qui est aujourd'hui financièrement à bout de souffle, puisque les États membres contribuent et ne veulent pas augmenter leur contribution. On est sur une gouvernance à bout de souffle et on se tire des balles dans le pied en permanence avec de la surréglementation. Si on continue vers la fuite en avant de l'élargissement, c'est plus une balle dans le pied qu'on se tire, c'est une balle dans la tête. Donc, l'Europe va être obligée de choisir. Aujourd'hui, il y a tout qui bouge. On a des intérêts nationaux qui redeviennent de manière très forte. On parlait tout à l'heure de Milei en Argentine, on parlait de Trump, qui a une vision critiquable, peu importe, c'est pas la question, mais il a une vision et il resserre en fait sa politique autour d'intérêts nationaux. La Chine, bien sûr, aujourd'hui on a l'exemple criant avec les batteries électriques où on a pris des mesures douanières. La Chine prend des mesures de rétorsion excessives qui viennent affecter le cognac, le lait, le porc, principalement les filières agroalimentaires. Donc on a ce retour d'État-nation puissance. L'Europe se retrouve acculée. On le voit sur la défense. On a aujourd'hui Trump qui peut se désengager de l'OTAN. On a été sous le parapluie américain pendant des décennies. Mais aujourd'hui, le parapluie prend l'eau, le parapluie est troué. Donc on n'a pas le choix. Si l'Europe veut continuer à exister de manière à être une stratégie et une puissance au service de ses concitoyens, elle va devoir évoluer. On n'est même plus dans le fait de savoir si elle doit évoluer ou pas. Elle est dans l'obligation de faire bouger ses lignes et d'être beaucoup plus efficace et de penser beaucoup plus stratégique. Vous êtes attaché à l'identité rurale et plus généralement donc à l'identité française qui sont forcément liées. Il y a une menace qui pèse sur ces deux identités, c'est le développement de l'islamisme en France et à la fois en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'entrisme islamiste qui agit en Union européenne et à l'intérieur même de la Commission, du Parlement et qui exerce son influence macabre dans les décisions? Je me souviens d'une affiche notamment, je ne sais plus si c'était devant le Parlement ou la Commission qui faisait la promotion du voile. Quelle est votre vision par rapport à cela? Mais écoute, aujourd'hui, il y a un lobbying. En fait, le lobbying est institutionnalisé à Bruxelles. Donc il est autorisé, il est normal. Et il y a énormément effectivement d'associations qui utilisent le mot couverture, lutte contre l'islamophobie, pour en effet pratiquer un entrisme et pousser un agenda qui soit favorable au développement d'un islam politique en Europe, et on en voit les conséquences en France. Après, l'identité rurale, est-ce qu'elle est menacée? On voit aujourd'hui qu'il y a d'autres biais qui agissent sur l'identité rurale, notamment le trafic de drogue. C'est un des principaux chevals de bataille de Bruno Retailleau. Il a raison, parce que moi, je peux vous le dire pour le voir chez moi, sur des petites bourgades de moins de 10 000 habitants, on a aujourd'hui des trafics devant les collèges, devant les lycées, avec des produits qui sont extrêmement nocifs. Ce ne sont plus vous voyez, le brin d'herbe qui était vendu il y a 20 ans devant les collèges. On a tout un réseau, en fait, qui fait qu'il y a des chevaux de Troie, si je puis dire ainsi, qui sont étroitement imbriqués. Vous avez l'influence de ces associations, effectivement, au niveau des institutions, mais vous avez aussi d'autres vecteurs par lesquels l'identité rurale est menacée. Vous avez ces ONG, vous avez le trafic de drogue, vous avez beaucoup de la disparition des services publics, qui fait que c'est un faisceau, en fait, de vecteurs qui fait qu'aujourd'hui, l'identité rurale se sent menacée. Je pense qu'elle l'est, mais en tout cas, elle se sent menacée. Et c'est bien aujourd'hui les fractures électorales, qui sont très bien décrites, encore une fois, par Christophe Guilly ou autre, où on a cette France qui sent qu'il y a vraiment un danger pour elle de perdre son identité, de perdre ce qu'elle est, de perdre son enracinement, et qui se réfugie aussi dans des votes où on sent cette volonté de dire non à ça. C'est extrêmement clair. Il faut qu'aujourd'hui, on écoute ces gens-là et qu'on soit leur relais. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui au Parlement européen. Il y a quelques semaines, il y a eu donc le Salon de l'agriculture en France, qui est un moment très important pour les agriculteurs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie en ce qui concerne le monde agricole par rapport au fait que quand il y a le salon, c'est le bal des hommes politiques qui viennent directement sur place, qui serrent des mains, qui caressent des veaux? Mais en réalité, est-ce qu'il y a un vrai soutien des hommes et des femmes politiques en France envers les agriculteurs? Ou est-ce qu'ils sont totalement... Parce que nous, on en a reçu plusieurs dans le cadre de notre matinale, et ils se sentent méprisés, insultés, ils doivent remplir des papiers, et je pense que vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, ils remplissent constamment des papiers pour tout légitimer. Voilà, donc quelle place on donne aujourd'hui aux agriculteurs et aux agricultrices en France? Il y a plein de questions dans votre question, oui. Mais je vais essayer d'en prendre deux, enfin, en tout cas en deux réponses.
Le salon de l'agriculture, oui, on a le bal des politiques où tout le monde dit « Ah, ils sont là pour venir nous soutenir ». Moi, j'ai fait le salon plusieurs fois des deux côtés. Du côté des agriculteurs qui cherchent à convaincre les politiques qui viennent de prendre telle ou telle décision qui pourrait être bénéfique à l'agriculture. Et maintenant, cette année, pour la première fois, je l'ai fait du côté des politiques où les agriculteurs me disent qu'il faudrait absolument qu'on arrive à agir sur ça, ça et ça. Ce qui est important, c'est que derrière cette image-là, c'est un moment de rencontre entre les décideurs, les administrations et le monde paysan. C'est ça qui est important, c'est qu'au salon, tout le monde est là dans la diversité de ses productions. Il y a déjà ce côté reconnaissance. Quand vous avez une vache, une bête qui monte au salon, pour un éleveur, en fait, c'est le travail de plusieurs années, de plusieurs générations. On travaille sur le troupeau, sur la génétique, sur les croisements. On travaille pouvoir monter à Paris et montrer aux gens en fait la qualité de ce qu'il fait, c'est une fierté, c'est une reconnaissance. Pouvoir avoir le concours général, des distinctions, il y a cette notion-là de vitrine, de l'excellence de notre production. Ça, c'est important. Et cette interface avec les politiques, c'est important de la garder parce que c'est aussi là que les politiques vont prendre le pouls de la ferme France, vont discuter avec les éleveurs, les agriculteurs qui croisent. Et c'est là aussi où les agriculteurs font passer les messages. Et ça, c'est très important. Vous voyez, l'an dernier, on avait vu que quand l'environnement macroniste avait invité le soulèvement de la terre, on a bien vu que là, ça passait pas. Il y a eu tout de suite un thermomètre, un baromètre, un fait de dire non, ça, le monde agricole n'en veut pas. C'est important d'avoir des interfaces comme ça où les deux mondes peuvent communiquer. Même si après, on peut dire oui, mais en fait, ils nous soutiennent pas, ils sont là une fois par an, puis après, ils font le contraire. Ça permet de passer les messages. Ça permet de montrer l'excellence aussi aux gens qui viennent, à ces 600 000 visiteurs. Donc ça, faut le garder. Après, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à votre question, c'est sur les politiques. Ils viennent là, mais ils ne nous soutiennent pas. Le problème aujourd'hui qu'on a en France, j'en ai donné quelques-uns, mais il faut aujourd'hui que le politique se ressaisisse de la politique et fasse de la politique. Aujourd'hui, le politique a perdu beaucoup trop de pouvoir. Face aux ONG, on en a parlé, mais aussi face aux administrations et face finalement à la judiciarisation de tout ce qui se passe, où finalement ce sont des décisions de tribunaux X ou Y qui vont pouvoir affecter la volonté politique. Il faut que le politique refasse de la politique et se ressaisisse des prérogatives qu'il a abandonnées envers les juridictions ou envers les administrations. Et je prendrai un seul exemple sur l'agriculture, c'est celui de l'ANSES. C'est l'agence d'évaluation sanitaire des risques en France qui homologue notamment les produits et les matières actives. Loi Pompili, c'était sous Stéphane Le Foll, François Hollande, loi Pompili, 2016, on dit maintenant l'ANSES rend un avis. C'est-à-dire que quand il y a une autorisation de molécules, comme l'acétamipride sur la noisette, on en a beaucoup parlé, l'ANSES rend un avis, puis le ministère prend l'avis sanitaire, il regarde aussi les conséquences pour les agriculteurs, économiques, sociales, et il tranche. Loi Pompili, maintenant l'ANSES ne va plus rendre un avis, mais l'ANSES va rendre une décision. C'est l'ANSES qui va décider. Le politique se dessaisit de ses prérogatives pour les donner à l'administration. Résultat des courses, depuis que l'ANSES est indépendante et qu'on a confié le pouvoir que devrait avoir le politique à une agence administrative, en fait, c'est devenu la catastrophe sur beaucoup de matières actives parce que l'ANSES a une interprétation de ce fameux principe de précaution qui est beaucoup plus extensive que chez tous les États voisins en Europe. Donc, par exemple, l'acétamipride qui met aujourd'hui sur la paille toute la filière noisette, la plus exemplaire du monde, en France, c'est une décision de l'ANSES que n'ont pas pris ses homologues allemands, italiens ou espagnols. Parce qu'on a une interprétation très extensive du principe de précaution, qui nous empêche toute innovation et toute vision économique et sociale, en fait, d'une décision. Si le politique n'a pas le courage de se ressaisir de ses prérogatives qu'il a trop laissées à l'administration et aux juges, on ne pourra pas redresser ce pays. Et ça, c'est un constat que l'on partage aujourd'hui dans ma famille politique. C'est quelque chose sur lequel il faut agir très vite. On sait qu'il y a tout un tas de métiers au sein de l'agriculture. On dit souvent les agriculteurs, mais il y a tout un tas de métiers qui sont représentés dans ce secteur. Mais pour vous, quelle est la réforme qui serait la plus importante et qui pourrait mettre, on pourrait dire, tout le monde d'accord? Qu'est-ce qui serait le premier chantier qui enverrait un message de soutien, on pourrait dire, aux agriculteurs et qui est nécessaire aujourd'hui? La plus grande urgence, en somme. Là, maintenant. Ce qu'on peut faire.
Ce qu'on devrait faire ce qu'on pourrait faire dans le meilleur des mondes. Alors, ce sont deux questions très différentes. Non, là, aujourd'hui, il y a une loi très importante qui a été proposée par un sénateur LR qui s'appelle Laurent Duplon, avec un autre sénateur, Monsieur Menonville, qui s'appelle la proposition de loi Entrave, et qui vise à libérer, à desserrer l'étau réglementaire, en fait, qui pèse notamment sur la partie des phytos, notamment sur la partie eau, accès à l'eau, stockage de l'eau, dans une volonté multi-usage, agricole, mais aussi pour le tourisme, pour l'étiage, pour la biodiversité, pour la lutte contre les incendies, enfin voilà. Mais on a beaucoup d'entraves, en fait, qui pèsent sur cet accès aux facteurs de production. Et donc, cette proposition de loi a été déposée pour répondre, pour être une réponse dans l'urgence à nos attentes, aux attentes des agriculteurs. Elle est passée au Sénat, elle devait passer à l'Assemblée nationale début avril, mais manifestement l'agenda est repoussé. Là aussi, il y a des luttes en termes de lobbying qui sont assez intenses entre des tenants, plus des acteurs qui sont plus sur la partie gauche et verte de l'échiquier, et puis notre famille politique, LR. Mais il faudrait absolument que cette loi passe parce que c'est un signal très fort où il va y avoir des avancées très, 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 très concrètes sur le terrain qui va desserrer l'étau réglementaire des agriculteurs. Cette PPL entrave, elle est très importante. Ça, c'est ce qu'on peut faire et ce qui est déjà fait par nous dans l'agenda assez contraint, qui est celui où il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Après, ce qu'on devrait faire, c'est très clairement moi, quelque chose qui me remonte partout, dans le milieu de la ruralité, le milieu agricole, le milieu de l'entreprise aussi, c'est desserrer l'étau du principe de précaution, qui est un principe trop vague, qui est un principe qui est interprété de manière trop extensive par les juges et qui finalement handicape les acteurs, les gens qui veulent agir sur le terrain. Et il faudrait il faudra engager, il faudra absolument le faire sur la maîtrise aussi de notre destin sur la partie migratoire, mais aussi agricole, la Constitution. Le fait de pouvoir réécrire la Constitution, certainement par un processus qui sera lié à une réforme liée aux élections présidentielles, sera quelque chose de très important pour desserrer l'étau qui pèse aujourd'hui sur le monde agricole et sur les gens qui y travaillent et qui vivent dans les territoires, de manière générale. En fait, je vous ai menti, j'ai une autre dernière question à vous poser. La plupart des agriculteurs qu'on a rencontrés ces dernières semaines nous ont dit que l'une de leurs inquiétudes, c'est la problématique du renouvellement, c'est-à-dire des jeunes qui pourraient reprendre leur exploitation. Il y a Jérôme Fourquet qui a écrit un dernier ouvrage qui s'intitule « Métamorphose française », dans lequel il explique que d'ici 2035, 50% des agriculteurs seront à la retraite. Quel message vous voulez envoyer à des jeunes qui peut-être n'ont pas envie de faire de longues études et qui aimeraient peut-être se lancer dans ce métier malgré toutes les difficultés que ça implique? Est-ce que c'est un message pessimiste que vous voulez leur adresser ou c'est plutôt un message plein d'espoir? Ça dépend si Bruno Retailleau est élu président ou pas. Non. Je ne peux pas leur donner de conseils parce que c'est un métier C'est un métier où il y a trop de métiers en un. C'est un métier où il faut être agronome, où il faut être, si on est expert en élevage, il faut faire de la zootechnie, il faut faire de la gestion d'entreprise, faire de la gestion des risques, il faut faire du recrutement, du management, du machinisme, de la compta. Voilà, il y a plein de choses en un. Donc le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment qu'ils écoutent leur cœur et il faut que c'est vraiment un métier de passion. Je pense que c'est comme les milieux des soignants. Si on n'a pas la vocation, si on n'a pas la passion pour ce métier, faut avoir les nerfs solides quand même, parce que le revenu n'est pas acquis. On ne sait pas combien on va pouvoir se verser à la fin du mois. On est soumis à un aléa climatique ou météo. On travaille à ciel ouvert. Nous sommes des entreprises à ciel ouvert. Donc la moindre grêle, le coup de vent, le gel qui va vous faire perdre une récolte, 2 récoltes, 3 récoltes. C'est un métier de contrainte et c'est un métier d'astreinte. C'est un beau métier. On travaille pour soi, on travaille la terre. C'est un métier qui fait sens. Il y a effectivement des opportunités qui arrivent puisqu'il y a 50% des actifs qui partent à la retraite. Il faut vraiment l'avoir chevillé dans le corps et il faut avoir les nerfs solides. Après, je leur dis oui, si vous avez envie, allez-y parce que c'est certainement un des plus beaux métiers du monde. Céline Imard, merci beaucoup. Merci à vous.